La gifle résonna dans le salon bourgeois comme un coup de tonnerre, et ces mots sortirent de la bouche de mon propre fils. « Tu n'es plus mon père. » Ce jour-là, le 15 juin 2019, à exactement 17h23, j'ai compris que 23 ans de sacrifice s'effaçaient d'un revers de main pour une histoire d'héritage. Le thermomètre indiquait 28 degrés à l'ombre, mais j'avais soudain froid jusqu'aux os. L'odeur de cire d'abeille qui imprégnait les meubles Louis XV me ramena brutalement à la réalité. Cette senteur familière, mélange de tradition et d'authenticité, contrastait cruellement avec la violence des mots qui venaient d'être prononcés. J'étais dans le salon de la maison familiale de Neuilly-sur-Seine, cette demeure de 180 mètres carrés que j'avais rachetée à mes frères en septembre 1996 pour 850 000 francs. Mon fils Thomas, 28 ans, cheveux gominés avec sa pommade Kiehl's habituelle et costume Armani à 3 200 €, me regardait avec ce mépris que je ne lui connaissais pas. Ses yeux bleus, hérités de sa mère, avaient perdu cette douceur qui me rappelait les matins d'hiver où je le portais sur mes épaules pour aller acheter les croissants chez Boulanger Julien. Maintenant, ils étaient durs comme l'acier, calculateurs comme ceux d'un prédateur qui évalue sa proie. « Papa, tu ne comprends pas », dit-il en lissant sa cravate Hermès rouge sang, celle que je lui avais offerte pour ses 25 ans. « Sophie et moi, on a des projets ambitieux. Cette maison vaut maintenant 2,8 millions d'euros, selon l'estimation de Sotheby's International Realty. On pourrait faire des merveilles avec cet argent. » Sophie, sa fiancée depuis 8 mois, fille de Jean-Baptiste de Montclair, dirigeant de LVMH et propriétaire d'un château de 47 pièces en Sologne. Elle était habituée aux appartements du 16e arrondissement avec vue sur le Trocadéro et aux vacances dans la villa familiale de Deauville. Ses parents possédaient également un pied-à-terre à New York, un chalet à Courchevel et un yacht de 40 mètres amarré à Saint-Tropez. Je sentis mes mains trembler légèrement, comme elles le faisaient depuis ma crise d'angoisse de mars dernier. Le médecin avait dit que c'était le stress, l'accumulation de 40 années de travail acharné dans l'import-export de matières premières. « Thomas, cette maison... » commençai-je, mais ma voix se brisa. « Cette maison quoi ?» Il haussa les épaules avec cette désinvolture insupportable qu'il avait développée depuis qu'il fréquentait les cercles parisiens huppés. « Tu vis seul depuis le divorce avec maman il y a 5 ans. C'est du gaspillage financier pur et simple. Et puis, franchement, à ton âge, 62 ans, dans une baraque de 180 mètres carrés, tu pourrais très bien t'installer dans un joli 2 pièces à Boulogne-Billancourt, à mon âge, comme si j'étais déjà au bord de la tombe. » Le parquet en chêne massif craqua sous ses pas tandis qu'il arpentait le salon, ses chaussures Church's à 800 € résonnant sur le bois ciré. Dehors, les platanes centenaires de l'avenue Charles de Gaulle bruissaient dans le vent tiède de juin. Leurs feuilles vert tendre dansaient dans la lumière dorée de fin d'après-midi, créant des ombres mouvantes sur les murs tapissés de soie grège. Je me souvins soudain du jour où j'avais signé l'acte de rachat chez Maître Dubois, rue de la Paix. C'était un mardi pluvieux, le 17 septembre 1996. Mes frères Antoine et Philippe avaient accepté de me vendre leur part pour 283 000 francs chacun, permettant ainsi à Thomas et sa sœur Camille de grandir dans cette maison chargée d'histoire. Philippe avait eu besoin de liquidités pour son divorce, Antoine pour monter sa société d'expertise comptable. J'avais dû contracter un emprunt de 650 000 francs sur 20 ans pour finaliser l'opération. Pendant 2 décennies, j'avais remboursé religieusement 4 200 francs, puis 640 € par mois, renonçant aux vacances coûteuses, aux restaurants étoilés, aux voitures de luxe. « Tu te souviens de tes 8 ans ?» lui demandai-je doucement, en regardant par la fenêtre le marronnier sous lequel il jouait autrefois. « Le 12 octobre 2003, quand tu as cassé ton bras droit en tombant du vélo rouge Peugeot que je t'avais offert pour ton anniversaire. » Il ne répondit pas, absorbé par son iPhone 13 Pro Max. Ses doigts pianotaient sur l'écran, probablement en train d'envoyer des messages à Sophie ou de consulter les cours de la bourse. J'ai dormi 3 nuits consécutives à l'hôpital Necker, sur cette chaise en plastique orange inconfortable. Mes lombaires me faisaient un mal de chien, mais je ne voulais pas te laisser seul.
Ta mère était en déplacement professionnel à New York pour négocier un contrat avec Goldman Sachs. Tu pleurais dès que je m'éloignais de plus de 2 mètres. Un souvenir me revint avec une netteté douloureuse. Thomas, le bras dans le plâtre, qui me suppliait de lui lire encore une fois Le Petit Prince. « Papa, raconte-moi l'histoire du renard apprivoisé », disait-il de sa petite voix fatiguée par les antidouleurs. J'avais dû réciter ce passage une 20aine de fois. « Papa, arrête avec tes histoires sentimentales », m'interrompit-il brutalement. « On parle business, là. » Sophie a fait analyser les prix du quartier par un expert immobilier de chez Barnes. Avec 2,8 millions net vendeurs, on peut s'acheter un magnifique penthouse à Kensington Gardens pour 2,1 millions de livres sterling, et il nous resterait assez pour monter notre cabinet de conseil en fusion-acquisition. Business, le mot me fit l'effet d'un coup de poignard, en plein cœur. Cet homme en costume sur mesure était-il vraiment le petit garçon qui pleurait quand je partais en voyage d'affaires, celui qui courait dans mes bras à mon retour, me sautant au cou en criant « Papa, papa !» Celui qui s'endormait contre mon épaule, devant les films du dimanche soir, le visage serein et confiant. Le téléphone sonna avec sa mélodie cristalline familière. C'était Camille, ma fille de 26 ans depuis Vancouver, où elle terminait son doctorat en médecine génétique à l'Université de Colombie-Britannique. « Papa ?» Sa voix me parvenait légèrement déformée par les 8847 kilomètres qui nous séparaient. Thomas m'a tout expliqué pour la maison. Honnêtement, c'est une excellente idée financière. Moi aussi, j'aurais bien besoin de liquidités pour financer mes recherches sur les maladies orphelines. Le laboratoire demande 180 000 $ canadiens pour m'accorder une bourse. On pourrait partager équitablement entre Thomas et moi, non? Équitablement. Le mot résonna dans ma tête comme une sentence de mort. Ma propre fille, celle que j'avais portée dans mes bras pendant ses coliques du nourrisson, celle pour qui j'avais vendu ma Porsche 911 de 1989 pour payer ses études de médecine à 8 000 € par an. Je raccrochais sans répondre, les mains tremblantes. Thomas me regarda, satisfait. « Tu vois, même Camille est d'accord. C'est l'évidence même, papa. » Les semaines qui suivirent furent un véritable calvaire. Thomas débarquait avec Sophie presque tous les jours, armé de mètres rubans, d'appareils photo professionnels et de tablettes numériques pour évaluer le potentiel de rénovation. Sophie, une blonde platinée de 26 ans aux ongles parfaitement manucurés et au sourire carnassier, touchait mes objets personnels avec une familiarité révoltante. Elle soulevait les cadres contenant les photos de famille, inspectait les plafonds moulurés du XVIIIe siècle avec une loupe, tapotait les murs pour détecter d'éventuelles fissures. Ses talons loup-boutin à 1 200 € claquaient sur le parquet, résonnant dans toute la maison comme autant de profanation. « Cette tapisserie William Morris est vraiment désuète », disait-elle en grimaçant devant le papier peint original de la chambre d'amis, celui que grand-mère Solange avait fait poser en 1962. Il faudra absolument tout arracher et refaire. Moi, je verrais bien du blanc immaculé, très contemporain. Ces motifs floraux, c'est tellement has-been. Un matin de juillet particulièrement chaud, le thermomètre affichait 35 degrés. Je trouvais Thomas dans mon bureau personnel, en train de fouiller sans vergogne dans mes tiroirs privés. Il portait un polo Ralph Lauren blanc et un bermuda beige, comme s'il était en vacances dans sa propre maison. « Qu'est-ce que tu fais exactement ?» demandai-je d'une voix que je m'efforçais de garder calme. « Je vérifie les documents de propriété et les actes notariés, » répondit-il sans même lever les yeux, continuant à éplucher mes papiers personnels. Sophie pense qu'il faut faire vite avant que les taux d'intérêt remontent et que les prix de l'immobilier parisien baissent. Son père connaît un notaire très efficace, rue Saint-Honoré. Il pourrait boucler la vente en 6 semaines maximum. L'audace me coupa le souffle. J'attrapais son poignet fermement. Pour la première fois depuis des mois, je vis une lueur d'inquiétude traverser ses yeux bleus. « Thomas, regarde-moi dans les yeux. » Il détourna instinctivement le regard vers la fenêtre, où la lumière dorée de fin de matinée filtrait à travers les rideaux en lin blanc, ceux que sa mère avait choisis lors de notre emménagement en 1996. « Est-ce que tu te souviens précisément du jour où ta grand-mère Solange est morte ?»
Il soupira, visiblement exaspéré par ce qu'il considérait comme mes divagations sentimentales de vieux homme. C'était le 23 octobre 2003, un jeudi après-midi. Tu avais exactement 12 ans et 4 mois. Tu n'arrêtais pas de pleurer depuis l'annonce du décès. Je t'ai emmené ici, dans ce bureau, et je t'ai montré cette photographie. Je sortis précautionneusement d'un tiroir le cliché en noir et blanc, au bord légèrement jauni, grand-mère Solange, jeune femme de 25 ans, au regard déterminé, debout devant cette même maison en juillet 1943. Elle tenait dans ses bras un nourrisson de 3 mois, mon père Marcel. Derrière elle, on distinguait les volets en bois peints en vert olive, exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Cette maison, Thomas, elle abrite et protège 4 générations de notre famille. Ton arrière-grand-mère l'a achetée avec l'intégralité de sa dot de mariage en septembre 1938, soit 45 000 francs de l'époque. Elle y a courageusement caché 2 familles juives et 3 résistants pendant l'occupation allemande, risquant sa vie et celle de son bébé. Ton grand-père Marcel y est né le 14 avril 1943. Moi, j'y ai grandi de mes 3 ans jusqu'à mes 18 ans. Toi aussi tu y as grandi, de tes 4 ans jusqu'à tes études supérieures. Thomas me regardait avec une expression mélange d'ennui et d'agacement, comme si je lui récitais une leçon d'histoire poussiéreuse. « Papa, s'il te plaît, arrête avec ce sentimentalisme déplacé. C'est juste des briques, du mortier et quelques planches de bois. On n'est plus au 19e siècle. Il faut savoir évoluer, être pragmatique. L'immobilier, c'est un investissement, pas un musée familial. Juste des briques et du mortier. » Les mots me transpercèrent comme des lames acérées. Cette nuit-là, allongé dans le lit conjugal en merisier que j'occupais désormais seul depuis mon divorce prononcé le 15 février 2018, je ne parvins pas à fermer l'œil. J'écoutais religieusement les bruits familiers qui berçaient mes insomnies. Le ronronnement régulier du réfrigérateur Smeg de la cuisine, le tic-tac hypnotique de l'horloge comtoise du couloir, celle-là même que grand-père Marcel avait rapportée de Besançon en 1954, les pas feutrés et rythmés du chat siamois des voisins sur les tuiles du toit. À 3h47 exactement, je me souviens précisément de l'heure affichée par le réveil digital, je pris définitivement ma décision. Une résolution ferme, inébranlable, qui allait changer le cours de nos vies à tous. Le lendemain matin, dès 8h30, je téléphonais à Maître Rousseau, mon notaire attitré depuis 15 ans, installé avenue Hoche, dans un cabinet cossu du 8e arrondissement. « Bonjour, maître. Je souhaiterais obtenir des informations juridiques précises concernant mes droits de propriétaire sur la maison de Neuilly-sur-Seine. »« Bonjour, monsieur le roi. » répondit sa voix chaleureuse. « Vous savez parfaitement que légalement, cette propriété vous appartient en pleine propriété exclusive. L'acte de vente de septembre 1996 est parfaitement clair et incontestable. Aucun de vos enfants n'a de droit particulier tant que vous êtes vivant. Et hypothétiquement, si je souhaitais la vendre rapidement, » un silence surpris s'installa à l'autre bout du fil. « Monsieur le roi, c'est évidemment votre droit le plus strict et le plus absolu. Puis-je vous demander ce qui motive cette réflexion ?» Je ne répondis pas directement à sa question. « À combien estimez-vous sa valeur marchande actuelle ?» Selon les dernières études comparatives que j'ai menées le mois dernier, je dirais entre 2,7 et 2,95 millions d'euros. Le marché immobilier est particulièrement dynamique dans le secteur Neuilly-le-Valois. Votre maison présente des atouts indéniables. 180 mètres carrés habitables, 4 chambres, 2 salles de bain, cave voûtée, petit jardin de 120 mètres carrés, parking privé pour 2 véhicules. Je raccrochai et me servis un café brûlant dans la tasse en porcelaine de Limoges, à liseré doré, que m'avait offerte ma mère pour mes 30 ans, en mai 1987. Le café était exceptionnellement amer ce matin-là, à l'image de mes pensées. Les jours suivants, je me comportais avec un naturel parfait, comme si rien n'avait changé. Thomas et Sophie continuaient leur visite d'inspection quotidienne, prenant des centaines de photographies sous tous les angles, discutant avec animation, avec des architectes d'intérieur, des décorateurs et même des agents immobiliers de prestige.
Il parlait de moi à la troisième personne, comme si j'étais devenu invisible ou déjà décédé. Il finira par comprendre que c'est dans son intérêt, affirmait Sophie en caressant son sac Birkin à 15 000 €. Les personnes âgées ont souvent des difficultés psychologiques avec les changements majeurs. Mon grand-père a eu la même réaction quand on a vendu sa maison de Biarritz. Maintenant, il est très heureux dans sa résidence senior avec piscine et animation. Personne âgée. À 62 ans, j'étais donc officiellement classé dans la catégorie des grabataires. Thomas acquiesçait en consultant les brochures d'appartements londoniens sur sa tablette iPad Pro. Sophie a raison. D'ailleurs, j'ai repéré un très joli studio de 45 mètres carrés à Levallois-Perret. 320 000 €, parfait pour papa. Proche des commerces, des transports, idéal pour une retraite tranquille. Un studio de 45 mètres carrés. Après 40 ans dans 180 mètres carrés chargés d'histoire familiale. Le 15 août 2019, jour de l'Assomption, Thomas organisa un grand déjeuner familial pour célébrer officiellement nos magnifiques projets d'avenir. Il avait soigneusement invité les parents de Sophie, Monsieur et Madame Jean-Baptiste de Montclair, ainsi que mon frère Antoine et sa femme Françoise, couple de bourgeois parisiens installés à Vincennes. Je préparais ce repas avec un soin maniaque, comme grand-mère Solange me l'avait enseigné dans cette même cuisine durant mon enfance, terrine de foie gras de canard maison préparée 3 jours à l'avance, coque au vin de Bourgogne selon la recette secrète transmise de génération en génération, tarte aux poires Williams de la célèbre boulangerie Poilane rue du Cherche-Midi. La table était majestueusement dressée dans la salle à manger avec la vaisselle en porcelaine de Sèvres, service complet de 24 couverts hérités de grand-mère, et les verres en cristal de baccarat que mes parents avaient reçus pour leur mariage en 1955. L'odeur enivrante du coq au vin embaumait toute la pièce, se mêlant au parfum des roses du jardin disposées dans un vase d'homme. Les convives arrivèrent ponctuellement vers 12h30. Monsieur de Montclair, homme sec de 58 ans au regard hautain et calculateur, portait un blazer bleu marine avec des boutons dorés aux armes de sa famille. Sa femme Constance, tirée à 4 épingles dans un tailleur Chanel ivoire, balayait la décoration d'un regard méprisant. « Charmant, cette ambiance bourgeoise traditionnelle, déclara-t-elle à Thomas d'un ton faussement admiratif. Très authentique. Cela me rappelle la maison de mes grands-parents en Normandie. Nous l'avons vendue il y a 10 ans pour acheter un loft ultra-moderne à Deauville, infiniment plus pratique. » Le ton était délibérément condescendant. Authentique, dans sa bouche, signifiait clairement dépassé, vieillot, bon pour le musée. Pendant l'apéritif, champagne cru, grande cuvée à 180 € la bouteille, la conversation porta exclusivement sur les projets grandioses de Thomas et Sophie. Ils avaient apparemment déjà repéré et visité un penthouse exceptionnel à Kensington Gardens pour 2,1 millions de livres sterling, avec terrasse privée de 80 mètres carrés et vue imprenable sur Hyde Park. L'investissement est absolument formidable, pontifiquait Monsieur de Montclair en faisant tourner son verre entre ses doigts bagués. Ce quartier de Londres ne fait que prendre de la valeur année après année. Et puis Londres reste incontestablement la capitale économique et financière de l'Europe, Brexit ou pas Brexit. C'est là que se joue l'avenir des affaires internationales. Mon frère Antoine acquiesçait poliment, mais je lisais dans ses yeux qu'il était mal à l'aise. Il savait parfaitement que je n'avais jamais été consulté ni même informé officiellement de cette prétendue vente. Au moment de servir le plat principal, le coq au vin fumait délicieusement dans le plat en fonte émaillée, Thomas se leva solennellement, son verre de Châteauneuf-du-Pape 2015 à la main. « Mes chers amis, je voudrais porter un toast particulièrement émouvant, » déclara-t-il d'une voix théâtrale, « à papa, qui a enfin accepté généreusement de nous aider à réaliser nos rêves les plus chers. À la vente prochaine de cette maison et à notre formidable nouveau départ londonien. » Tous les verres se levèrent dans un tintement cristallin, sauf le mien, qui resta obstinément posé sur la nappe blanche. « Je n'ai accepté aucune vente, » déclarai-je d'une voix parfaitement calme et posée. Un silence de mort tomba instantanément sur la table, comme si une chape de plomb venait de recouvrir l'assemblée.
On n'entendait plus que le tic-tac de l'horloge comtoise et le ronronnement discret de la climatisation. Thomas rit nerveusement, pensant probablement à une plaisanterie de mauvais goût. « Papa, voyons, on en a longuement discuté tous les deux. Tu as clairement dit que tu comprenais parfaitement notre point de vue et nos motivations légitimes. Effectivement, j'ai dit que je comprenais votre raisonnement financier. Je n'ai jamais dit que j'acceptais quoi que ce soit. Nuance importante. » Sophie posa bruyamment sa fourchette en argent massif sur son assiette, visiblement agacée par ce qu'elle percevait comme un caprice de vieillard. « Monsieur le roi, soyons sérieux et raisonnables, » dit-elle d'un ton sec. « Cette maison est objectivement beaucoup trop grande et trop coûteuse en entretien pour une personne seule de votre âge. Et Thomas est légitimement votre héritier naturel, après tout. Il est normal qu'il puisse bénéficier de son patrimoine familial pour construire son avenir professionnel. Héritier, je répétais lentement le mot, en détachant chaque syllabe. Effectivement, il l'était jusqu'à récemment. Le passé, l'imparfait. Ils ne saisirent pas immédiatement la portée grammaticale de ma phrase. « Qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» demanda Thomas, le visage soudain livide. Je me levai calmement et me dirigeai vers le buffet Henri II où j'avais soigneusement posé une large enveloppe Kraft. Mes mains, pour la première fois depuis des semaines, ne tremblaient plus du tout. « Thomas, tu m'as déclaré il y a exactement 2 mois, le 15 juin à 17h23 très précisément, que je n'étais plus ton père. Citation exacte, « Tu n'es plus mon père ». J'ai pris cette déclaration solennelle très au sérieux. J'ouvris méticuleusement l'enveloppe et en sortis plusieurs documents officiels reliés par un ruban rouge. Voici l'acte de vente authentique de cette propriété, signé avant-hier, le 13 août 2019, chez Maître Rousseau, en présence de son clerc et de 2 témoins assermentés. Prix de vente définitif et irrévocable, 2 850 000 € net vendeur. Les visages se figèrent instantanément autour de la table, comme des masques de cire. Le silence était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. « Papa, qu'est-ce que tu es en train de dire ?» balbutia Thomas. « Acquéreur officiel. La Fondation Solange Leroy pour la recherche médicale, fondation d'utilité publique que j'ai créée et enregistrée la semaine dernière en préfecture. Cette fondation a pour mission exclusive de financer les recherches de ta sœur Camille sur les maladies génétiques rares, ainsi que les travaux de jeunes chercheurs prometteurs dans le besoin financier. » Thomas se leva si brusquement que sa chaise régence tomba en arrière avec un fracas épouvantable. « Tu ne peux pas faire ça, c'est de la folie pure. » « Mon cher Thomas, j'ai 62 ans, pas 92. Je ne suis ni sénile, ni gâteux, ni sous curatelle. Cette maison m'appartenait légalement en pleine propriété. J'en ai disposé exactement comme je l'ai souhaité, dans le strict respect du droit français. » Madame de Montclair suffoquait littéralement, son visage passant du blanc au rouge cramoisi. « Mais, et tous nos arrangements? Et le penthouse de Kensington? Et le cabinet de conseil? Vos arrangements privés ne me concernent aucunement, madame. Mon fils m'a officiellement rayé de sa vie familiale. J'ai simplement pris acte de sa décision et j'ai agi en conséquence. » Thomas tremblait de rage pure, ses poings serrés, les veines de son cou saillantes. « Tu es complètement fou, malade mental. Je vais immédiatement contester cette vente abusive devant les tribunaux. » « Avec quel argent précisément ?» demandai-je avec une douceur ironique. « Tes économies personnelles qui s'élèvent à 12 000 € sur ton compte Société Générale? Ou l'argent de Monsieur de Montclair ?» Un silence de plomb s'abattit de nouveau. Thomas regarda instinctivement son beau-père qui détournait déjà les yeux, visiblement peu disposé à financer une bataille juridique incertaine et coûteuse. « Et voici le plus savoureux, » continuai-je en sortant un second document estampillé. Contrat de location de cette propriété, signé entre la Fondation Solange Leroy et Pierre Leroy pour la somme symbolique de 1 € par mois. Durée du bail. Ma vie durant, avec clause de tacite reconduction.
Sophie explosa littéralement en sanglots hystériques, son maquillage Dior coulant en rigole noire sur ses joues. « Vous êtes un monstre, un vieux fou égoïste et cruel. Vous détruisez délibérément l'avenir de votre propre fils. »« Sophie, » répondis-je en la regardant droit dans ses yeux bleus délavés, « vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez rien de cette famille, de son histoire, de ses valeurs, de ses sacrifices. Vous êtes entrés dans nos vies comme un virus informatique uniquement pour infecter, corrompre et détruire ce qui existait avant vous. » Thomas me fixait avec une haine absolue, primitive, animale. « Je ne te pardonnerai jamais cette trahison. Jamais de toute ma vie. Tu peux crever tout seul dans ta baraque. C'est ton choix le plus strict, Thomas. Tu m'as affirmé catégoriquement que je n'étais plus ton père. Eh bien maintenant, tu n'es plus mon héritier. Nous sommes quittes. » Les invités partirent un à un, sans terminer le repas soigneusement préparé. Madame de Montclair marmonnait des menaces juridiques confuses en rassemblant précipitamment son sac et ses bijoux. Son mari était déjà au téléphone avec son cabinet d'avocat d'affaires rue de Rivoli. Sophie sanglotait bruyamment dans les bras de sa mère, répétant en boucle « Nos projets, notre avenir, tout est fichu ». Thomas claqua la porte d'entrée si violemment que la sonnette en bronze se décrocha et tomba sur le carrelage avec un bruit métallique sinistre. Mon frère Antoine s'arrêta sur le seuil du salon, visiblement partagé entre l'admiration et l'inquiétude. « Pierre, tu es absolument sûr de ton coup? Tu ne vas pas le regretter dans quelques années ?»« Certain, Antoine. Pour la première fois depuis des décennies, je suis parfaitement certain de mes choix. » Il hocha la tête lentement et partit à son tour, suivi de Françoise, qui n'avait pas prononcé un mot de tout le repas. Je me retrouvais complètement seul dans la salle à manger dévastée. Les assiettes à peine entamées, les verres renversés, les serviettes froissées et tachées témoignaient du désastre humain qui venait de se jouer. Mais étrangement, contre toute attente, je me sentais incroyablement léger, comme libéré d'un poids énorme que je portais depuis des années. Je débarrassai méthodiquement la table en silence, lavant une à une les précieuses assiettes de Sèvres à la main, comme me l'avait patiemment enseigné grand-mère Solange dans cette même cuisine, il y a plus de 50 ans. L'eau chaude savonneuse caressait délicatement mes doigts, procurant une sensation apaisante, presque méditative. Dehors, dans le parc Sainte-Périne voisin, j'entendais les enfants jouer au football. Leurs cris joyeux et insouciants traversaient les fenêtres ouvertes, apportant une bouffée de vie dans cette maison soudain silencieuse. Un ballon rebondit contre la grille de notre jardin. Un petit garçon de 7 ou 8 ans vint le récupérer. Il me rappelait Thomas au même âge. Le soir même, vers 21h30, mon téléphone vibra. C'était Camille qui m'appelait de Vancouver, probablement alertée par son frère. « Papa ?» Sa voix tremblait légèrement. Thomas m'a tout raconté au téléphone. Il était dans un état... Je suis complètement bouleversé. Je n'aurais jamais dû... Camille, ma chérie, tu es ma fille. Tu le seras toujours, quoi qu'il arrive. Mais tu dois comprendre une chose fondamentale. Cette maison représentait notre histoire familiale, notre mémoire collective, nos racines profondes. Pas un distributeur automatique de billets, ni un placement financier à optimiser. Elle pleura au téléphone pendant plusieurs minutes. Je l'entendais renifler, chercher ses mots. Je sais, papa, je le sais au fond de moi. J'étais complètement aveuglé par mes problèmes d'argent pour mes recherches, par la pression du laboratoire, par les délais impossibles. Mais Thomas, il m'a dit des choses absolument horribles sur toi au téléphone. Il prétend que tu es devenu fou, que tu te venges comme un enfant capricieux. Il parle même de te faire interner. Laisse-le dire tout ce qu'il veut, ma chérie. Les mots ne peuvent plus me blesser maintenant. J'ai retrouvé ma paix intérieure. Papa, est-ce que la Fondation pourrait vraiment financer mes recherches? Je veux dire, sans que cela te mette en difficulté financière. Camille, cette fondation dispose maintenant de 2,85 millions d'euros. Même en plaçant cet argent à 2% par an, cela représente 57 000 euros de revenus annuels, largement suffisant pour financer tes travaux et ceux de plusieurs autres jeunes chercheurs. Tu pourras enfin te consacrer entièrement à tes recherches sur les maladies orphelines sans te soucier des contingences matérielles. 3 jours plus tard, le 18 août,
Je reçus par huissier une lettre du cabinet d'avocats Martineau & Associés, spécialisé en droit des successions et en contentieux familial. Thomas contestait officiellement la vente pour altération grave des facultés mentales de son père sous l'influence d'un choc émotionnel post-divorce. Il réclamait une expertise psychiatrique approfondie et la nullité pure et simple de tous les actes signés. Je souris en lisant cette prose juridique empoulée. J'avais évidemment prévu cette réaction prévisible. Le lendemain matin, à 9 heures précises, j'étais assis dans le cabinet feutré du docteur Philippe Moreau, psychiatre de réputation internationale rattaché à l'hôpital Sainte-Anne. Son bureau, situé avenue René Coty, dans le 14e arrondissement, respirait la sérénité avec ses meubles scandinaves et ses diplômes encadrés. Il m'examina pendant près de 3 heures consécutives. Tests cognitifs poussés, entretien psychologique approfondi, évaluation de la mémoire, de la logique, du discernement. Il me fit passer le test MMSE, Mini Mental State Examination, des épreuves de calcul mental, des tests de reconnaissance visuelle et auditive. Monsieur Leroy, conclut-il en retirant ses lunettes, non seulement vos facultés mentales sont parfaitement normales, mais elles sont même exceptionnelles pour un homme de votre âge. Votre score au test cognitif est de 29 sur 30, ce qui vous place dans les 5% des meilleurs résultats de votre tranche d'âge. Votre discernement, votre logique, votre mémoire sont intacts. Aucune trace de dépression, de troubles bipolaires ou de pathologie psychiatrique quelconque. Voulez-vous bien rédiger un rapport médical officiel, docteur? Je pense que j'en aurai besoin prochainement. Bien entendu, je vais être très précis dans mes conclusions. Votre fils fait manifestement fausse route. Le rapport médical circonstancié fut transmis au tribunal de grande instance de Nanterre par mon avocat, maître Delacroix, spécialisé dans les affaires familiales complexes. L'affaire fut classée sans suite en exactement 15 jours ouvrables. Le juge aux affaires familiales avait même ajouté une note manuscrite, plainte manifestement dilatoire et abusive. Thomas ne me donna plus jamais de nouvelles directes. Selon les informations que me transmettait discrètement mon frère Antoine, il avait rompu avec Sophie dès la fin août. Monsieur de Montclair avait immédiatement retiré son soutien financier et ses promesses d'investissement après l'échec de la succession espérée. Sophie avait rapidement retrouvé un autre prétendant plus fortuné, le fils d'un promoteur immobilier du 7e arrondissement. Elle était déjà fiancée à la Toussaint et préparait un mariage somptueux au château de Vaux-le-Vicomte pour le printemps suivant. Thomas, quant à lui, avait trouvé un emploi de consultant junior dans une société de conseil quelconque près de la Défense. Salarié 45 000 € bruts annuels, bien loin de ses rêves londoniens et de ses ambitions de Golden Boy international. Il habitait maintenant un studio de 32 mètres carrés à Courbevoie, partageant un parking souterrain avec ses voisins de palier. L'ironie du sort voulait qu'il soit finalement logé dans un espace encore plus petit que le joli 2 pièces à Boulogne-Billancourt, qu'il m'avait proposé avec tant de condescendance. Camille, elle, revint en France 6 mois plus tard, en février 2020. Elle avait brillamment soutenu sa thèse de doctorat sur les thérapies géniques innovantes dans le traitement des myopathies congénitales. Mention très honorable avec les félicitations du jury international. La Fondation Solange Leroy finança intégralement ses premiers travaux de recherche post-doctorale. Elle obtint rapidement un poste de maître de conférence à l'Université Paris-Descartes et dirigea une équipe de 12 jeunes chercheurs prometteurs venus du monde entier. Un soir de mars 2020, en plein premier confinement, nous dînions ensemble dans la cuisine familiale. L'odeur réconfortante du pot-au-feu de grand-mère mijotait doucement sur la cuisinière à gaz. Camille regardait pensivement les photos de famille accrochées au mur. 4 générations de Leroy souriaient depuis leur cadre doré. « Papa, tu regrettes parfois? Pour Thomas ?» Je réfléchis longuement en buvant mon verre de Côte-du-Rhône 2016, regardant par la fenêtre les premiers bourgeons du marronnier centenaire. Dehors, Paris était silencieux, confiné, comme suspendu dans le temps.
Non, ma chérie, je regrette profondément l'homme qu'il est devenu, ses choix, ses valeurs, sa froideur, mais je ne regrette absolument pas d'avoir protégé ce qui comptait vraiment à mes yeux. Et si un jour il revenait, s'il s'excusait sincèrement, s'il comprenait enfin ses erreurs, les portes de cette maison seront éternellement ouvertes pour lui. Cette chambre au premier étage restera toujours sa chambre. Mais les papiers de succession et les actes notariés, eux, resteront définitivement chez Maître Rousseau. Certaines blessures cicatrisent, d'autres laissent des marques indélébiles. L'été suivant, en juillet 2021, nous organisâmes dans le jardin la première remise de bourse de la Fondation Solange Leroy. 12 jeunes chercheurs européens reçurent chacun 15 000 € pour leurs travaux sur les maladies rares. La cérémonie eut lieu sous le marronnier, celui-là même où Thomas avait appris à faire du vélo 30 ans plus tôt. Le professeur Jean-Michel Heard, directeur de l'Institut Pasteur, prononça un discours émouvant sur l'importance du mécénat privé dans la recherche médicale. Les journalistes du Figaro et de France Inter étaient présents. L'article parut en une du supplément Science la semaine suivante, quand l'amour familial finance la recherche. Le pari réussi de la Fondation Solange Leroy. Ce jour-là, en voyant tous ces jeunes gens passionnés et brillants, en entendant Camille expliquer ses découvertes sur les thérapies géniques, je sus que grand-mère Solange aurait été fière de nous. Elle, qui avait risqué sa vie pour sauver des inconnus pendant la guerre, aurait approuvé cette nouvelle mission de notre maison familiale. Aujourd'hui, en ce mois d'août 2025, 6 ans après l'incident du déjeuner, je vis paisiblement dans cette demeure chargée de souvenirs et désormais tournée vers l'avenir. Chaque matin, à 7h30 précise, je prends mon petit déjeuner dans la cuisine. Café noir bien serré dans la tasse de grand-mère Solange, tartines de beurre échirées sur le pain poilane, confiture de Mirabelle Maison. Chaque soir, vers 20h, je regarde les actualités dans le fauteuil en cuir Havane, où s'installait mon père Marcel, celui qu'il avait acheté aux Galeries Lafayette en 1978 pour ses 60 ans. La Fondation Solange Leroy a désormais financé 63 projets de recherche dans 13 pays européens. Camille dirige un laboratoire de réputation internationale et a déjà publié 42 articles dans des revues scientifiques prestigieuses. 3 de ses anciens étudiants ont été recrutés par des laboratoires pharmaceutiques américains pour développer des thérapies révolutionnaires. Des chercheurs du monde entier viennent régulièrement travailler dans les locaux que nous avons aménagés au rez-de-chaussée. L'ancien salon de musique est devenu une bibliothèque scientifique. L'ancienne salle de billard abrite maintenant 3 postes informatiques ultramodernes connectés aux bases de données internationales. Parfois, en fin de soirée, en passant devant l'ancienne chambre de Thomas au premier étage, je ressens encore une pointe de mélancolie. Les murs sont restés décorés de ses posters d'adolescents. Michael Jordan, Zinedine Zidane, les voitures de Formule 1. Son diplôme de master de HEC trône toujours fièrement sur l'étagère, à côté de ses trophées de tennis junior. Mais cette tristesse s'efface rapidement, remplacée par la certitude profonde d'avoir fait les bons choix au bon moment. Car voyez-vous, mes amis, l'argent se dépense et s'évapore, les biens matériels se consument et se détériorent, les maisons peuvent brûler, les placements peuvent s'effondrer, mais l'honneur, la dignité, la fidélité à ses valeurs profondes, le respect de l'héritage familial, cela, personne ne peut jamais vous l'enlever, quelles que soient les circonstances. Thomas pensait hériter d'une simple maison évaluée à 2,8 millions d'euros. Il a définitivement perdu un père qui l'aimait inconditionnellement. Moi, j'ai sauvé 4 générations d'histoire familiale, permis à des dizaines de jeunes chercheurs de révéler leurs talents et surtout, j'ai retrouvé ma fierté d'homme et de père. Au final, qui de nous deux a réellement gagné dans cette histoire ? Qui de nous deux peut se regarder dans la glace chaque matin sans éprouver de honte? Qui de nous deux a honoré la mémoire de grand-mère Solange et de toutes ces générations qui nous ont précédés? Je vous laisse juger par vous-même. Moi, je sais, et cela me suffit amplement.